Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, cet ouvrage. Alors, il a pour titre La Guinée, locomotive des indépendances africaines. L'auteur de cet ouvrage s'appelle Alpha Oumar Sissavané. On a le bonheur de l'avoir avec nous, mesdames et messieurs, pour cet entretien durant tout le long de ce numéro. Alors, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est parti. Le nom historique et légendaire de population de la Guinée française, sorti de l'usine de la dynamique populaire au référendum gaulliste du 28 septembre 1958, a fait une brèche dans l'empire colonial français. Les dates des 25 août, 28 septembre, 2 octobre et 12 décembre 1958 ont été des gifles au général de Gaulle, alors président du Conseil du gouvernement français, et en même temps des pas de géant vers la libéralisation totale du continent africain du joug colonial européen. Ces dates ont marqué d'un point particulier non seulement l'histoire de la Guinée, mais aussi et surtout celle des rapports franco-guinéens. À cette date, la Guinée a refusé et rejeté la communauté franco-africaine, a accédé à l'indépendance et a pris la place qui est la sienne à l'Organisation des Nations Unies. Ce livre met en valeur l'impact de la lutte de la Guinée sur l'éveil politique de l'Afrique pour l'indépendance. Ainsi, la Guinée devient la locomotive des indépendances africaines. Il est destiné à la jeunesse guinéenne, car une jeunesse qui s'ignore et s'égare ne saurait se projeter dans l'avenir. Alpha Oumar Sissavané est diplômé de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry en géographie mathématique de l'Université de Liège, Belgique, en relations internationales et politiques européennes et de la faculté universitaire de Jean Blou, Belgique, en sciences de la Terre. Maître Sissavané est professeur de géographie, fondateur et directeur de la publication de la revue Le Tamis, analyste chroniqueur du journal Le Diplomate, ancien directeur des rédactions du groupe de presse et de communication Afrique Vision et expert en communication de l'OMVG à Dakar. Bonjour, monsieur Sissavané. Bonjour monsieur. Ou c'est Maître Sissavané? Maître Sissavané. Maître Sissavané. Voilà. Donc, Alpha Oumar Sissavané, donc on va appeler Maître Sissavané. Alors, je vais me permettre de vous serrer la main. Merci. Et ça nous fait un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Parenthèse. Je partage le même plaisir parce que rien que votre nom, nous souhaitons tous à passer dans cette émission. Merci Je beaucoup. vous remercie de m'avoir invité. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, je voudrais faire cette petite précision, c'est-à-dire que notre émission d'aujourd'hui avec Alpha Oumar Sissavané, dont je viens de serrer la main, l'émission est consacrée à cet ouvrage-là. Mais il n'a pas écrit que cet ouvrage, donc je commençais tout de suite par parler des autres ouvrages aussi, et éventuellement, peut-être que dans d'autres occasions, ce sera avec plaisir qu'on en parlera. Mais vous êtes auteur aussi de Guinée, 1958-2008, l'indépendance et ses conséquences. Et ça, c'était en janvier 2009. Voilà. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai tenu à parler des autres ouvrages. Parce qu'effectivement, il y a un lien entre vos ouvrages, on l'a vu tout de suite. Alors, il y a un autre ouvrage qui a pour titre, et c'est toujours de vous, La Guinée, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'était en 2014. 2014. Vous êtes aussi l'auteur de Evan Kaleta, le barrage de tous les espoirs. Ça, c'était en 2015. 2015. Et puis, vous êtes aussi l'auteur de La Guinée, locomotive des indépendances africaines. 2017. Ça, c'est en 2017. À peu près, vous faites chaque année, quand on regarde les dates d'édition, chaque année, à peu près chaque année, enfin en moyenne, chaque année, un ouvrage. Ça, c'est incroyable. Alors que vous faites autre chose. Vous ne faites pas que l'écriture. Ce que je veux dire, c'est que rien que le titre de ces différents ouvrages, on sent un attachement à la Guinée et aux grandes questions qui touchent la Guinée. Je veux dire, c'est son indépendance, c'est son histoire, avec évidemment les grandes dates que vous évoquez dans cet ouvrage, la Guinée, locomotive des indépendances. Alors très rapidement, on va commencer notre entretien qui va être exclusivement consacré à cet ouvrage-là. Je répète, la Guinée, locomotive des indépendances africaines. Alors,
déjà le titre, La Guinée locomotive des indépendances. Bon, nous, on a lu la rédaction, bien entendu. On comprend aussi pourquoi le choix de ce titre. Et d'ailleurs, ça revient au point même qu'à un moment, le lecteur que je me suis dit, oui, mais pourquoi il répète, il a affiché au titre et puis à l'intérieur, ça n'arrête pas. Mais finalement, on comprend, hein, et c'est cette compréhension qu'on veut partager aussi avec nos téléspectateurs. La Guinée, locomotive des indépendances africaines. Pourquoi déjà avoir choisi ce titre-là pour votre ouvrage? Je dis un bonjour fraternel à tous nos téléspectateurs. Je salue les techniciens qui nous entourent, oui, sans lesquels nos téléspectateurs ne pourront pas nous voir. tout à fait. Je vous remercie aussi parce que dès l'entame, je sens que vous avez compris le livre. Donc, notre entretien ne peut être que fructueux. On vous invite, celui qui vous interroge ne connaît rien de votre livre, alors ce n'est pas facile. Oui. La Guinée, locomotive des indépendances africaines. Mon inspiration, c'est l'histoire de mon pays. J'ai fouillé, j'ai eu la grande chance d'étudier ici, d'étudier ailleurs et de parcourir le monde. J'ai compris que par-delà toutes les vicissitudes de notre histoire, ailleurs, les gens accordent une grande importance à cette Guinée-là. Oui. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Si l'extérieur admire notre histoire, et quand on a l'impression qu'à l'intérieur, en Guinée même, cette histoire est bafouée, pourquoi ne pas écrire des livres liés à l'histoire de la Guinée? L'écriture n'est pas seulement historique, oui, c'est-à-dire un rappel des dates. Je me suis efforcé d'appliquer à l'histoire la géostratégie, c'est-à-dire une de mes spécialités d'études post-universitaires. oui. La géostratégie, c'est quoi? C'est une branche de la géographie qui étudie les relations de force entre les entités Oui. géopolitiques, entre les États, les constellations d'États, les États et les institutions internationales, Oui. etc., etc. Une analyse des contextes par rapport aux positions des uns et des autres. Et ces rapports de force, effectivement, et c'est ça qui rend la lecture de votre ouvrage vraiment agréable. Il y a déjà eu des ouvrages sur le nom de la Guinée à De Gaulle, avec d'autres titres, mais j'avoue, et ça, on voudrait le recommander à nos téléspectateurs, qu'il faut lire cet ouvrage, ça nous amène dans une autre dimension, avec surtout la simplicité, une simplicité incroyable. Le livre est à la portée de tout le monde. Merci. Bon, j'ai appris à l'école de passage. Oui. Je remercie très sincèrement mes enseignants Oui. qui n'avaient d'autre but, que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'universitaire, qui n'avaient d'autre but que de former un citoyen modèle. Oui. Vraiment. Qui puisse se mettre au service de sa nation. Vivant ou pas, oui. Je leur reste reconnaissant. Ils m'ont enseigné que celui qui veut être compris de tout le monde doit employer les mots de tout le monde. Oui. Je peux prendre les grands mots dans le dictionnaire de géographie politique, les dictionnaires de sociologie, mais ça n'apportera rien quand je connais le niveau des gens auxquels ce livre-là est destiné. Oui. Parce qu'il n'est destiné qu'à la jeunesse guinéenne. Très bien, alors je vais essayer de temps en temps de bousculer pour qu'on puisse avancer, parce que vraiment l'objectif c'est qu'on puisse donner, pouvoir créer le maximum d'intérêt autour de l'ouvrage pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Et comme il y a énormément de choses intéressantes là-dedans, on a noté certains, on ne peut pas tout toucher malheureusement, mais je pense qu'on a de plus en plus de téléspectateurs qui s'intéressent à l'émission. Et moi personnellement, je voudrais, au nom de toute la
rédaction de l'émission Parenthèse recommandé cet ouvrage pour les raisons qu'on va tout à l'heure évoquer. Vous avez commencé votre ouvrage, je vais parler très rapidement de la structure. L'ouvrage commence par, évidemment, c'est préfacé par M. Souleymane Keïta, que j'ai personnellement connu, enfin que je connais très bien, de l'ISAG, et servi à l'ISAG. Et il y a un avant-propos dans lequel vous expliquez votre intérêt pour l'histoire de la Guinée. Et pour vous préciser pour les dates de 25 août, 28 septembre, 2 octobre, 12 décembre 1958. En fait, l'ouvrage tourne autour de cette date. Oui. Et puis, on va découvrir, alors très rapidement, parce que je voudrais vous donner la parole, mais sur autre chose, vous indiquez que d'abord, vous êtes professeur de géographie et géographe internationaliste spécialisé en géostratégie. Là, vous en parliez tout à l'heure. Et puis ensuite, devant ces dates-là, qui ont été indiquées, marquent une période au cours de laquelle la Guinée n'a jamais aussi pesé de tout son poids sur la scène internationale et dans le rapport de force entre entités géopolitiques. Ça, c'est très important. Alors, je saute parce qu'il y a d'autres choses. Elle n'a jamais été aussi exposée aux projecteurs de l'actualité nationale et internationale. Et dans l'ouvrage, c'est bien expliqué. C'est bien pendant cette période que la Guinée a servi de phare, dites-vous, à l'Afrique. Elles ont fait de la Guinée la première puissance politique du continent africain. C'est très fort. En fait, à travers votre propos dans votre ouvrage, vous réussissez quand même c'est des dates qui ont une certaine valeur. Oui. On entend à chaque fois qu'il y a les fêtes de l'indépendance, il y a des petits projecteurs qui sont mis là-dessus. Mais sincèrement, vous donnez un sens particulier. Vous dites ces dates-là sont importantes. Elles sont importantes pour nous, Guinéens, pour la Guinée, mais elles sont aussi importantes pour toute l'Afrique parce que les événements qui s'y sont produits ont ouvert la porte. Et on va commencer par le premier. Alors, après, il y a d'autres raisons. Hein. Vous êtes professeur de géographie, on l'a dit. Vous avez parlé de ce que ces dates-là représentent pour notre pays. Et puis, vous avez indiqué aussi que ces dates glorieuses de 58 ont permis à la Guinée de donner la plus belle et grave leçon de morale et d'histoire à l'Occident colonial, revanchard et raciste. Hein, ça, ce sont vos mots. Et entre guillemets, vous dites le combat des démocraties contre le fascisme et le nazisme s'était effectué au nom de la liberté et contre le racisme. En fait, justement, vous en parlez dans l'ouvrage, le président Ahmed Sékou Touré, justement, s'est saisi du même discours-là pour rejeter, on va dire, le colonialisme, justement, et pour affirmer davantage la dignité africaine et tout le reste. Les 25 août, 28 septembre, 2 octobre et 12 septembre de l'année 58 constituent les dates qui ont marqué d'empreintes particulières, voilà, vous dites, non seulement l'histoire de la Guinée, mais surtout celle des rapports franco-guinéens. C'est-à-dire que ça va au-delà même de la Guinée, de l'Afrique, et c'était quelque chose. Et il y a quelque chose qui illustre ça, je pense qu'on va en parler, c'est l'admission de la Guinée, donc la date du 12 décembre, l'admission de la Guinée, 58, l'admission de la Guinée aux Nations Unies. Oui. Chronologiquement, vous expliquez tout ce qui s'est passé, la guerre diplomatique. Les stratagèmes présentés par la France pour bloquer la Guinée, parce que surtout le général de Gaulle, il faut oser dire le général de Gaulle. Le dossier de la Guinée aux Nations Unies était géré personnellement par le général de Gaulle. Tout bon livre d'histoire des relations France-Guinée vous dira que ce ne sont pas les gouvernements français qui ont géré les relations entre la Guinée et la France, c'était le général de Gaulle depuis le nom de la Guinée. Depuis le nom donc, de la Guinée, général de Gaulle, dont vous expliquez, qui en a voulu à la Guinée, on va en parler parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très intéressant dans votre ouvrage. Alors j'ai mis des papiers partout, des marque-pages partout, parce que tout est intéressant et malheureusement même, on ne va pas pouvoir tout machiner. Et ça, c'était intéressant, j'ai trouvé ça très agréable. Vous donnez le programme officiel qui a été élaboré pour la visite du général de Gaulle. Mais avant, on va parler un tout petit peu rapidement, dites-nous un petit mot, la conférence de Brazzaville, parce que c'est une tournée qui a vu la proposition de ce projet de loi qui proposait soit aux
pays colonisés, aux pays, enfin, c'était pas des pays, mais aux colonies, soit d'aller vers la communauté franco-africaine ou l'indépendance. Mais pas que ça, puisqu'en plus, vous expliquez les vraies raisons qui ont poussé à cette proposition. Merci. La France était en retard, dites-vous. Puis bon, il y avait aussi la partie américaine et la Grande-Bretagne qui, eux, déjà avaient pris de l'avance. Dites-nous-en, c'était quoi les vraies raisons qui ont poussé le général de Gaulle, donc la France, à faire cette proposition aux colonies? En réalité, les colonies, par le sang, ont participé à la libération de l'Europe. Oui. De la colonisation, parce qu'il faut oser les mots. Autant nous étions colonisés, autant l'Allemagne a colonisé l'Europe. Oui. Donc, les Africains, les populations des colonies africaines ont participé à la libération de l'Europe. C'est quand même un peu paradoxal déjà, parce que c'est eux-mêmes, enfin, ces colonies-là sont colonisées et ils viennent aider à décoloniser d'autres. J'en viens. Oui. Donc, cette lutte, c'est d'abord par le sang, par les travaux forcés et par la fourniture de caoutchouc, de riz, d'huile, etc., pour soutenir les troupes sur le terrain. Oui, un vrai effort de guerre, quoi. Donc, finalement, avec l'aide des colonies, le cas particulier de la France a pu être libérée. Oui. Alors, quelle est la situation morale qui se posait? La France colonise des peuples qui ont mis tout en œuvre pour libérer la France de la colonisation. Oui. Et ensuite, en 1941, au moment même où la guerre chauffait, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont retrouvés au Canada. Oui. Ils ont fait ce qu'on appelle la charte de l'Atlantique. Oui. Qu'est-ce que cette charte disait? La charte disait qu'après la victoire des Alliés, toute liberté sera donnée à toutes les colonies, toutes les populations des colonies de prendre la route qu'elles voulaient. Oui. Déjà, ces deux grandes puissances-là étaient de ce côté. La France cherchait toujours à bien gérer ses colonies. Oui. Donc, elle a pris un retard dans le débat colonial. C'est pour se blanchir, pour prouver qu'elle est prédisposée à libérer elle aussi ses colonies, elle a proposé le référendum. Et vous pensez que c'était vraiment pour se brancher? Il y avait, les temps changeaient. Il y avait, vous avez parlé de géostratégie. Il y avait que les temps ont changé. On est rentré dans une autre dynamique. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait pas dire que non, la France avait pris conscience parce que elle était aussi sous le joug d'une colonisation entre guillemets, comme vous l'avez indiqué, et que maintenant, puisqu'elle a été libérée et que ces colonies-là aussi ont participé à cette libération, qu'elle est peut-être pris conscience. Qu'est-ce qui vous fait dire que la démarche n'était pas sincère de la part de la France? Bon, la démarche n'était pas sincère dans la mesure où, quand elle a proposé à gauche le vote du 28 septembre pour donner le choix aux colonies de rester avec la France, donc dans la communauté franco-africaine, ou d'aller à l'indépendance, déjà, le 15 septembre, donc quelques jours avant le vote du 28 septembre, le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères de la France, avait élaboré un document pour dire que toute colonie qui voterait non n'irait pas directement à l'indépendance tant qu'elle ne termine pas de négocier avec la France. Donc, c'est ce qui m'a poussé à dire que la France ne cherchait qu'à se blanchir au regard des autres puissances qui sont foncièrement
du côté de l'indépendance des colonies. Et effectivement, quand la Guinée a répondu non, c'est ce document-là qui a circulé dans toutes les grandes ambassades du monde, qui était déjà déposé. Vous en parlez dans l'ouvrage. Et ce document-là était aussi dans les bureaux de toutes les représentations permanentes des grandes puissances aux Nations Unies. Donc, c'était de la poudre aux yeux. Oui, je veux bien que vous partiez à l'indépendance, mais toutes les conditions sont créées pour que, effectivement, les colonies ne partent pas à l'indépendance. La simple tournée du général de Gaulle prouve tout simplement que c'était de la poudre aux yeux. Attention, le général de Gaulle n'est pas venu pour dire aux gens choisissez la route que vous voulez. Il est venu ramener dans les rangs de la France les récalcitrants, tous les intellectuels qui s'agitaient pour l'indépendance. La Guinée n'était pas, les populations guinéennes n'étaient pas les seules à vouloir l'indépendance. Vous connaissez l'histoire de Bakary Guibo au Niger. Vous connaissez l'histoire de Ouagadougou au Sénégal, à côté. Vous connaissez le Burkina Faso. C'était des populations foncièrement pour l'indépendance. Mais finalement, après le passage du général de Gaulle, tout le monde était revenu à l'ordre français. Le général de Gaulle espérait la même chose en Guinée. Vous le dites même que même après son discours, jusqu'à Conakry, il y croyait. Il y croyait. Il y croyait que, voilà, vous en parlez dans l'ouvrage. J'ai juste envie, parce que bon, c'est vrai que malheureusement, mais alors très malheureusement, on peut pas tout dire. Je voulais très rapidement, parce que j'ai trouvé ça chouette, vous avez dit et ça commence super comme ça, vous avez indiqué le programme officiel pour la visite qui a été élaboré pour la visite du général de Gaulle dans le cadre de cette tournée-là à Conakry. C'était le lundi 25 août, donc 16h40, arrivée à l'aérodrome de Conakry, revue des troupes de la garnison, présentation des corps constitués, 17h, départ pour Conakry, c'est-à-dire que partir de l'aéroport pour la presqu'île de Kaloum. 17h30, dépôt d'une gerbe au monument aux morts. 17h45, arrivée au palais du chef du territoire. 18h, audience du chef du territoire et du président du conseil de gouvernement. 18h30, le général de Gaulle à l'Assemblée territoriale. Allocution du président de l'Assemblée territoriale et du président du conseil, ça c'est Safoulaye Diallo, et du président du conseil de gouvernement, discours du général de Gaulle. 19h30, retour au palais, 20h, dîner intime, je ne sais plus si ça a eu lieu. 21h, réception au palais. Et le mardi 26 août, c'est-à-dire le lendemain, à 7h20, il était prévu le départ du palais, de la délégation. 7h50, arrivée à l'aérodrome. 8h05, départ pour Dakar. Je dis, l'ouvrage, ça c'est intéressant parce que en lisant, on a l'impression de revivre et on voit ces choses avec tous les détails. C'est incroyable, et justement. Alors, et de là, vous expliquez les significations de la date du 25 août 1958. Pour vous, et vous en parlez, il y avait, je crois, une triple explication, même 4, je crois. Il y a de nombreuses explications à ces dates-là. Il y a une comme ça que je vais indiquer. Je reste vraiment dans le bouquin parce que le 25 août 1958 révèle une triple signification. Voilà, exactement. C'est ce que vous dites pour la Guinée et pour l'Afrique. C'est d'abord le refus, la date du refus. Ce qui me fait penser un peu à une expression qu'on attribue à Maurice Touré, Keba Banfonte. C'est ça? Quand l'homme ne veut pas, il dit « je refuse ». Tu refuses carrément. Donc c'est d'abord la date du refus, historiquement sur tous les plans. Et vous dites, selon les dictionnaires, refuser signifie ne pas accepter ce qui est proposé ou présenté. Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y. J'ai dit refuser. Oui. Je n'ai pas dit rejeter. Oui. Le 28 septembre a rejeté, mais le 25 août a refusé. Parce que jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle, toute la position de la Guinée, ce n'était pas de voter contre. Ce n'était pas, je voudrais bien que les gens m'écoutent, ce n'était pas refuser la communauté.
la Guinée voulait que la constitution de la Ve République Oui. soit amendée dans le sens de conserver les grandes fédérations. Parce que la Guinée ne voyait pas dans les États lilliputiens, Oui. c'est-à-dire les petits États petits morceaux, morcelés. bon, la Guinée ne voyait pas l'avenir rassurant Oui. de l'Afrique Oui. dans ces petits États. Donc, elle tenait coûte que coûte que la Constitution parle des deux grandes fédérations, Oui. qu'il y ait des super-États Oui. constitués par les deux grandes fédérations, l'Afrique française, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, Oui. AOF et AEF. AEF. Mais nulle part dans la constitution de la Ve République, on n'a parlé de ces deux grandes fédérations. Donc c'était comme diviser Pour ne les pas donner États la possibilité. et pour après gouverner leurs différends, Ouais. venir s'imposer à eux. Donc, le 25 août, la Guinée a refusé. Elle n'a pas rejeté.